C'est pas tous les jours qu'il y a une grande délégation syndicale comme ça, européenne, surtout française mais européenne. Je crois que c'est extrêmement important. La rencontre avec les représentants des travailleurs palestiniens et dans une moindre mesure avec les militants syndicalistes israéliens. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu hors programme. C'est-à-dire, c'est rentrer un peu dans le contexte plus général. Ce qui fait que dans mon introduction, je parlerai relativement peu, à moins qu'il y ait des questions très précises qui vous interpellent, de la situation sociale et du mouvement ouvrier, ni dans les territoires occupés, ni en Israël, puisque vous aurez toute la semaine pour rencontrer, parler, dialoguer, vous informer, discuter. Que vous avez, certains d'entre vous en tous les cas, continuent à suivre la presse, sur la télévision, Internet ou en lisant des journaux dans des langues qui vous sont accessibles. Comme vous l'avez vu ces 2 derniers jours, non seulement la politique du tout répressif, la politique de pacification violente ne se calme pas, mais nous sommes même, depuis quelques jours, dans un nouveau palier d'escalade. Il y a eu plus de 10 morts, on ne sait pas, on le saura dans les jours à venir, j'imagine une quinzaine de morts à Gaza les derniers jours. Et il y a une présence militaire extrêmement massive dans le sud de la bande de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza, qui laisse présager de nouvelles offensives et de nouvelles victimes. Parmi ceux qui ont été tués, il y a pas mal d'enfants. C'est véritablement, comme c'est le cas depuis maintenant plus de 3 ans et demi, une guerre contre la population palestinienne dans laquelle l'armée ne s'impose absolument aucune limite, ni dans les moyens utilisés, ni dans ce qu'on appelle les victimes collatérales. Elles font partie de la normalité. Elles ne sont plus présentées dans les médias israéliens comme des accidents, comme des bavures, comme des erreurs, mais comme quelque chose de tout à fait normal. Les journaux ne se scandalisent même plus lorsque, dans une attaque comme celle qu'il y a eu avant-hier, dans le nord de la bande de Gaza, il y a eu, sur 8 morts, 2 enfants de bas âge, et le reste était apparemment pour une grande partie des civils qui se trouvaient là. C'est important à dire parce que il y a toute une tentative et localement et internationalement à attirer l'attention ou à détourner l'attention en parlant de projets de paix, d'initiatives diplomatiques, le retrait de Gaza. On reparle de la feuille de route, on parle, et je dirais hors gouvernement, on parle aussi d'initiatives de Genève. Et je suis surpris, et je dirais même quelque part scandalisé parfois, par l'importance que donnent certaines organisations, certains mouvements, certains militants en Europe, et pas les plus mauvais, loin de là, du mouvement social, du mouvement politique. L'importance qui est donnée, l'attention et les énergies qui sont dépensées pour faire des tournées, des discussions, des débats, des articles, des rencontres au sommet sur l'initiative de Genève, pour rencontres d'ailleurs, alors que la réalité, excusez-moi, n'a rien à voir avec ce plan de paix virtuel ou tout autre plan de paix. On est en plein dans la confrontation et rien n'indique que on s'approche d'un moment où on va commencer à parler. Ce sont les armes qui parlent, elles parlent quasiment unilatéralement. Il y a des ripostes palestiniennes qui, dans ce rapport de force, semblent parfois dérisoires. Et je pense que votre attention, comme la nôtre d'ailleurs, doit être motivée par ce qui se fait réellement, la guerre réelle, et moins par les paix virtuelles. Je tenais à le dire au départ parce que, en lisant les emails qui viennent d'Europe, et en particulier de France, il y a une disproportion qui me rend malade.
entre l'importance donnée et le nombre de débats et d'articles et d'initiatives sur des plans de paix, des perspectives de paix, alors ce qu'il faut faire, c'est créer un mur aussi efficace que possible pour arrêter la guerre, pour arrêter ce que j'appelle la pacification militaire et violente dans les territoires occupés. Est-ce que Ariel Sharon a un plan politique? Première question. Et est-ce que le retrait de Gaza appartient à ce plan politique? Ce sont les deux questions qu'il faut se poser pour comprendre le cadre de ce qui se fait et la logique de ce qui se fait. Alors je dirais tout de suite, oui, il y a un plan politique, il y a une logique politique dans ce qui est mis en œuvre. Ce n'est pas une violence gratuite. Ce n'est pas la violence, une violence sans limite, mais elle n'est pas gratuite. Elle s'intègre dans un plan politique dont le retrait de Gaza pourrait être un élément, encore que moi je suis de ceux qui continuent à parier, et j'ai doublé les nuits hier soir avec mes copains, parce que tous les 15 jours on se réunit à une espèce de café du commerce, où on discute, les journalistes plus ou moins de gauche, et on était cette fois-ci, on était 100% à ne pas croire au plan Sharon, on est encore aujourd'hui 70% dans notre petit groupe, de ne pas croire qu'il soit capable, non pas qu'il veuille, mais qu'il soit capable de le mettre en œuvre. Mais avec ou sans le redéploiement de Gaza, le plan israélien est malheureusement d'une clarté qu'on est parfois surpris à voir pourquoi les gens ne comprennent pas. Ariel Sharon l'a dit, certains d'entre vous m'ont déjà entendu le citer plusieurs fois, a dit et répété, la guerre de 1948 n'est pas finie. La guerre de 1948 n'est pas finie, l'État d'Israël n'est pas encore constitué. Nous sommes encore dans le processus de constitution de l'État d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle le processus de paix était une très grave erreur, parce qu'il visait à délimiter, à finaliser quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un processus de paix? On négocie, on dit maintenant c'est là qu'on s'arrête. Comme vous savez, Israël n'a pas de frontières. Elle n'a jamais défini ses frontières, et Sharon accuse à plusieurs occasions Yitzhak Rabin et Shimon Peres d'avoir voulu fixer des frontières alors qu'il dit que c'est beaucoup trop tôt, dans 50 ans peut-être, et à un autre endroit il disait dans 100 ans. Pour l'instant, on a 50 ans de colonisation. Et l'objectif prioritaire, l'objectif central, l'objectif essentiel de Ariel Sharon, de son gouvernement et de la politique mise en œuvre, c'est de permettre à ce que la colonisation qui ne s'est jamais arrêtée depuis 1967, qui ne s'est pas arrêtée depuis le début du siècle dernier, se poursuive et de la tracer en pointillé. Après, on comblera les villes. De la tracer en pointillé, de la mer jusqu'au Jourdain, parce que cet espace, Eretz Israël, la Palestine historique, c'est notre espace, c'est l'espace à coloniser, c'est l'espace sur lequel il faut établir notre souveraineté. Pour ce faire, évidemment, il y a un grand obstacle, c'est l'existence et le combat du peuple palestinien et d'une population palestinienne qui, même après 3 ans et demi d'une répression dont on ne saisit pas toujours la férocité et la gravité, ne craque pas. Nous sommes dans une situation assez douloureuse, où Israël n'arrive pas à imposer la capitulation, mais où les Palestiniens n'arrivent pas à imposer de leur côté leurs droits. Et donc on est dans la violence permanente. L'objectif, en ce qui concerne les Palestiniens, c'est les faire accepter, c'est les faire renoncer à ce qui a été leur objectif national, leur consensus national, redéfini ou défini en 1988 au Conseil national palestinien d'Alger, et qui était en fait la base de la possibilité des négociations d'Oslo, et qui reste jusqu'à aujourd'hui, quoique avec beaucoup moins d'enthousiasme et avec beaucoup plus de scepticisme, la base politique voulue par la majorité des forces politiques palestiniennes, à savoir un État palestinien indépendant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Décolonisé, nettoyé de sa présence israélienne, militaire et coloniale. Avec une souveraineté maximale, autant qu'on peut être souverain au XXIe siècle,
un contrôle sur les ressources et un contrôle sur les frontières. C'est le cadre sur lequel avaient commencé les négociations d'Oslo, c'est ce qu'avaient compris les négociateurs d'Oslo, c'est ce qui a été renégocié à la baisse pendant le processus d'Oslo, et c'est ce que rejette Ariel Sharon et ce gouvernement. D'ailleurs, d'une façon cohérente, systématique, publique, déclarée. Ce n'est pas un plan caché. L'objectif de ce gouvernement, le rejet de la formule, je dirais, qui sous-tendait les négociations de paix, ce rejet est au pouvoir en Israël, et ne l'oublions pas, depuis. Donc, l'objectif prioritaire du gouvernement, c'est rendre irréversible le processus de colonisation de l'ensemble de la Cisjordanie, Gaza pouvant être une exception. Gaza, historiquement, n'appartient pas au Eretz Israël, et Gaza est un espace très difficile à gérer, mal colonisé, et qui coûte extrêmement cher à tout point de vue au pouvoir. Il y a 3 grandes organisations de résistance, ça c'est dans les grandes titres, 3 organisations de résistance, les élèves, les parents d'élèves et les profs. C'est pas le Fatah, le Front Populaire et le Hamas, évidemment c'est l'image, mais c'est cette volonté de maintenir une société, de maintenir une espèce de normalité dans la normale totale, de maintenir, d'imposer le mouvement alors que tout est fait pour enfermer les Palestiniens, de passer les barrages ou de contourner les barrages, d'aller quand même voir la grand-mère qui se trouve à 10 km et qu'il faut passer, faire un véritable chemin de croix pour y arriver, parce que une famille qui ne va pas voir sa grand-mère malade, ben, c'est plus une famille. D'aller à l'école, d'aller chez le dentiste et pas laisser ses dents pourrir dans sa bouche parce qu'on veut être des êtres humains, c'est pas du romantisme ce que je fais là. C'est ça la résistance, c'est dire on ne craquera pas. On ne peut rien vous imposer. Vous voulez faire votre pouvoir, vous voulez détruire nos maisons, détruisez. Vous voulez détruire le verger, détruisez. Vous voulez nous enfermer dans un mur, on n'a pas les moyens d'empêcher le mur. Mais on reste nous-mêmes et surtout n'attendez pas une signature, un accord ou quelconque acceptation de cette situation. Nous continuerons à dire unanimement non. Et à tel point que dans la classe politique israélienne se font entendre de plus en plus de voix, et Genève en est l'expression, Genève en est une des expressions, des voix, mais ce n'est pas que Genève, on a entendu les patrons des services de sécurité, le général en chef, même des dirigeants du Likoud qui disent ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne mène à rien. Sinon, je vais faire des conférences. C'est pour ça que je vais essayer. Alors, mais tu me rappelles alors, si je commence à faire un deuxième discours, tu me donnes un coup de pied. D'abord, il faut reconnaître un point, et un point qu'il faut discuter, qu'il faut que vous discutiez, c'est qu'il y a une chute nette, quantitative, de l'implication internationale, des missions civiles dans le sens large, ISM, CCIPPP, les missions italiennes, elles ont chacune leur spécificité, leur particularité, mais globalement et partout. Ce n'est pas simplement une ligne politique qui ne marche plus. C'est-à-dire qu'il y avait des lignes ou des approches très différentes, et dans tous les cas, ça, on voit avec les missions françaises, c'était des missions qui en général avaient une vingtaine de personnes, c'est aujourd'hui des missions qui autour de 10 et parfois moins. Ça c'est une mission spéciale. Très particulière et très ciblée. Il y en avait 2 par semaine en moyenne au début, 1 par semaine, il y en a maintenant, c'est épisodique. Il y a une chute qui est liée à plusieurs facteurs, mais ça demande plus de discussion, qui est liée à plusieurs facteurs. L'un, c'est les difficultés d'avoir le sentiment d'avoir une efficacité dans les territoires, liée elle-même à la violence de la réaction. C'est-à-dire, quand José est venu, la première mission civile, José est venu, on pouvait faire les clowns je le dis avec sympathie, les clowns au checkpoint, faire un nick aux soldats, ils disaient vous passez pas, on passait quand même, on les emmerdait, il y avait les médias, on sentait qu'on faisait quelque chose. On a pu faire ça après de différentes manières, pas forcément tout le temps aussi bien médiatisé qu'avec José Bové. Aujourd'hui, on se fait tirer dessus, point à la ligne, et on se fait tuer. Aujourd'hui, les manifestations au mur, il y en a tout le temps. C'est pas de la rigolade. Alors, c'est pas le massacre encore, mais les risques de se faire blesser sont très réels, de se faire tuer sont très possibles.
Ça, quand même, ça refroidit les gens. Et heureusement. C'est-à-dire, si les gens, ça voudrait dire que les gens sont inconscients. Tu payes un autre prix, tu recalcules si tu es prêt à payer ce prix ou non. Pour toi, pour tes copains de syndicat, tes voisins du village. Deuxièmement, c'est que les emmerdements que le ministère de l'Intérieur fait à la frontière et les embêtements pour rentrer dans les territoires occupés. On rentre, mais on ne peut plus rentrer à Gaza, par exemple. C'est extrêmement compliqué, quasiment impossible. C'est de plus en plus difficile de rentrer à Kalkilia. Tout ça, les gens font leurs calculs. Je vais venir et quoi, repayer un billet, venir me faire refouler et changer tous mes projets. Donc ça aussi, ça interpelle. Troisièmement, je crois qu'on a aussi le réservoir, entre guillemets, pas n'importe qui peut venir, les gens militent de différentes façons, ceux qui peuvent venir, c'est des gens qui font un choix de venir, qui est un choix parmi bien d'autres. Je pense qu'on a atteint, c'est-à-dire la masse prête à venir, je dirais normalement, spontanément, et elle est venue, elle est même venue 2 fois, 3 fois. En général, les gens qui ont été dans une mission, ils ont été dans 2 et dans 3. C'est vrai pour les Américains, pour les SM, c'est vrai aussi pour la plupart des Européens. Maintenant, l'impact chez les Palestiniens, il est, alors là, il y a beaucoup de gens qui pourront en dire plus que moi, ou différemment que moi, parce qu'on a chacun nos impressions. Pour moi, c'est extrêmement important, d'abord pour désenclaver, pour briser précisément le mur dans lequel on veut enfermer les Palestiniens. Et c'est une demande qui nous vient des forces, j'aime pas ce mot, les forces démocratiques palestiniennes, qui disent, vous devez nous aider à contrer le discours, vous les internationaux, vous les Israéliens aussi, à contrer le discours qui dit, c'est nous contre le monde entier contre nous. Le clash des civilisations à l'envers, c'est-à-dire la deuxième phase du discours de Bush. C'est l'Occident contre les Arabes ou contre l'islam, et ce discours qui renforce l'intégrisme doit être battu en brèche, et entre autres en montrant que c'est pas vrai que les lignes de démarcation ne sont pas chrétiens contre musulmans ou l'Occident contre le monde arabe, mais elles traversent les sociétés et qu'il y a autre chose. Il y a des relations de classe, il y a des relations, des camps politiques qui transcendent les appartenances ethnico-culturelles, confessionnelles ou autres. Ça pour moi c'est la première importance. Deuxièmement, il y a des actions qui se font régulièrement. Je voulais surtout les militantes et les militants d'ASM, je crois que ça fait son temps. Moi j'étais toujours relativement sceptique, beaucoup d'entre nous étaient sceptiques par rapport à cela. Je dirais que l'assassinat de Rachel Corrie a obligé, malheureusement dans des conditions tragiques, mais heureusement qu'il y a eu cette réflexion qui s'est faite sur les limites du possible. Et de comprendre que nous sommes dans une politique de répression qui est différente de celle qu'on a connue dans la première intifada. Dans la première intifada, je vous aurais dit avec garantie, l'armée ne tirera pas. Si elle tire, son intention, ça aura été une erreur. Et le type se fera, il le paiera cher, et le prochain réfléchira 3 fois avant de le faire. Une erreur ou alors un fou. Mais ce n'était pas la politique. La politique aujourd'hui, c'est carte blanche pour faire tout ce que... Tout le monde est un ennemi. Et ce que fait ce chauffeur de bulldozer avec Rachel, ou ce que fait ce soldat, qui a été filmé et longtemps interviewé après, qui tire sciemment, posément, et qui massacre la jambe de Jonathan, un des militants des Anars, contre le mur, c'est autre. C'est savoir qu'ils ont une consigne. Leur dire, si vous... ils n'ont pas le droit de vous embêter, et vous réagissez comme vous voulez. Ce que nous ont dit les Palestiniens concernant les anticolonialistes israéliens, ils ont l'impression qu'ils sont très 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 peu. Alors, est-ce que, moi j'aimerais connaître l'état des forces réelles, est-ce qu'ils sont mal informés de l'autre côté, ou est-ce que vraiment il y a très très peu de personnes en Israël vraiment en état de veille? Vous poserez les questions, tu poseras la question aussi aux communs qui viendront après. Bien sûr.
Peu par rapport à quoi? La réponse est oui, on est très peu. Mais ce n'est pas suffisant. Peu par rapport à quoi? Par rapport au mouvement de la paix dans son ambiguïté, dans sa généralité, certainement. Le mouvement de la paix israélien pouvait mobiliser des dizaines, voire à certains moments une centaine de milliers de personnes contre des aspects de l'occupation. Autour d'un discours très ambigu, qui était surtout, majoritairement, on en a marre avec l'occupation parce qu'on ne veut pas d'Arabes ici. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'était quand même le dénominateur commun de la majorité des gens. Il faut, non pas parce que les Palestiniens ont droit à un État, mais parce qu'à cause d'eux, on n'a pas d'État juif, à cause d'eux, nos enfants doivent aller à la guerre faire des saloperies, et donc, on débat. Et c'est pour ça que la paix aussi a été une paix de séparation. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet immense malentendu, entre guillemets malentendu, derrière ce qu'attendaient les Palestiniens, ce qu'attendaient les Israéliens. Le mouvement anticolonial israélien, ou le mouvement qui était contre l'occupation sur la base de reconnaissance des droits, et ça c'était la grande différence, n'a jamais été majoritaire. Et je ne sais pas s'il a été beaucoup plus important, un peu, mais pas substantiellement plus important, même dans les périodes fastes, les grandes manifestations qu'on a organisées, oui, c'est mieux qu'aujourd'hui. 10 000 personnes, là où on se retrouvait les militants anticolonialistes, on ceux qui étaient contre l'occupation, au moins, clairement, et sur une base de principe. Je crois qu'il y a chez les Palestiniens, et ça je le dis fermement, ils payent le prix, leur désillusion, leur déception, et le prix qu'ils payent à un raccourci que beaucoup d'entre eux se sont fait, où ils n'ont pas voulu voir la différence entre les mouvements et les militants anticolonialistes et le mouvement de la paix en général. D'ailleurs, beaucoup s'étaient vexés. Je me souviens, mon ami Mati Pellet, qui disait quoi, mais maintenant qu'ils font la paix, moi ils m'ignorent, on ne nous connaît plus et on va voir que les militants du Parti travailliste et ces petits salopards qui sont tous hypocrites. Moi je me souviens, j'avais dit à Mati, ne te vexe pas. D'un côté c'est une bonne chose, ça veut dire que c'est les travaillistes qui sont allés vers les Palestiniens dans une certaine mesure. Et il s'adresse à ceux qui peuvent changer les choses. Nous on est une force de critique, une force de pression, mais pas au-delà. Mais sans se vexer, parce que je pense que ce n'est pas une réaction mature, même si c'était Mati qui était loin de ne pas l'être. Il y avait un déficit, je dirais, d'effort, de savoir faire les distinctions. I'm sorry I don't speak French. Je suis désolée de ne pas parler le français. I was asked to speak with you a bit about Taayush, how it started and what our objectives were. On m'a demandé de parler de Taayush, comment ça a commencé et quels sont nos objectifs. And what we are confronting now in our struggle against the occupation and against Sharon government. À quoi nous sommes confrontés dans notre combat dans l'occupation et contre le gouvernement Sharon. Taayush was established in October 2000 after the killing of 13 Israeli citizens, which resulted basically from the eruption of the Second Intifada and the Israeli-Palestinian citizens going to the streets and with empathy to their brothers in the occupied territory. Donc Taayush a été créé en octobre 2000 au moment où 13 Israéliens ont été tués. Donc c'était le début de la deuxième Intifada. Donc au moment où les Israéliens allaient rencontrer les Palestiniens et au moment où des contacts s'établissaient entre Israéliens et Palestiniens. It was created as a result of the crisis in the Israeli peace camp and a bankruptcy of the Israeli liberal left. Donc c'était le résultat d'une crise, crisis in the Israeli peace camp. La crise dans le camp de la paix en Israël et bankruptcy of the Israeli liberal left. Et la banqueroute dans la gauche israélienne.
the peace camp bought into the Clinton Barak claim that they offered Yasser Arafat everything, and that is that they offered Arafat everything, and that Arafat responded in violence. Maybe Mikado can. Dans la crise, parce que Vas-y Catherine, vas-y Catherine. non, mais c'était le résultat de la crise au moment où Clinton et Barack disaient qu'ils avaient offert à Arafat la totalité de ce qu'il avait besoin et qu'Arafat répondait par la violence. C'est là à ce moment-là qu'il y a eu la crise du mouvement de And citizens were being shot and killed, and no one responded. Les habitants ont été tués ou blessés et personne n'a répliqué à ça. And so we thought that we need to make some basic changes in the Israeli peace camp. Et donc on a pensé indispensable de faire un changement dans le camp de la paix israélien. First, it needs to be built on an Arab-Jewish partnership. Donc on a pensé important de créer un partenariat juif-arabe. Second, it is time to move from mere protest to resistance. Donc il était nécessaire de passer de la phase de la protestation à celle de la résistance. And what we decided to do is to try to break the walls, the physical walls that the government was building, the psychological walls. On voulait essayer de casser les murs physiques et psychologiques que le gouvernement implantait. And the whole idea that there is no one to speak to on the other side. Et l'idée qu'il n'y avait personne en face avec qui parler. And so Taayush is basically built of Jewish Israelis and Palestinians Israelis. Donc Taayush est essentiellement composé de juifs israéliens et d'arabes d'Israël, palestiniens d'Israël. And while most of its work is resisting the brutal occupation in the occupied territories, donc notre travail essentiel, c'est la lutte contre les brutalités liées à l'occupation. it also works inside Israel against the oppression of the Bedouins and the Arab citizens Donc inside Israel. on travaille aussi en Israël contre l'oppression dont sont victimes les Bédouins, le mauvais traitement dont sont victimes les Bédouins. We began our work basically by trying to break the military siege. There was no contact between Israel and the Palestinians, and we would defy the siege by entering through it and meeting with our Palestinian partners. Donc pour nous, ce qui a été important, c'est de briser le siège, en fait, de permettre qu'il y ait des relations qui jusque-là étaient impossibles entre les Israéliens et les Palestiniens, permettre qu'il y ait un lien qui se fasse entre les deux. So 300 or 400 is Jewish Israelis and Palestinians Israelis would go with cars, and we would usually take like a truck of food as a symbol of humanitarian aid, but basically as a weapon, a political weapon, that if the military stops us, we say the military is afraid of food. Donc on avait l'habitude de partir à peu près 300 juifs et arabes, on partait ensemble et on amenait avec nous un camion de nourriture par exemple, et on essayait de passer comme ça, et on disait si on est arrêté, on dénonçait donc l'armée qui avait peur de la nourriture en fait. As I think yes, I think that the situation has changed, but still there's a large differential between being a Jew and being a Palestinian. But the situation has changed, and it is becoming more and more ripe to shoot also at Jews. Effectivement, l'attitude vis-à-vis des Juifs et des Arabes n'est pas la même, mais c'est vrai que la situation se durcit et que les méthodes utilisées contre les militants juifs deviennent de plus en plus dures.
radicalisés. And it's frightening to go to protest. Et c'est vrai qu'on commence à avoir peur pour aller dans les military is manifestations. shooting all Parce the que l'armée tire time. So they know what they're doing. et ils savent ce qu'ils font.